Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 17 mai et à la une de cette édition, un volcan sous-marin se développe au large de l'île. L'information a été communiquée hier lors d'une conférence de presse organisée à la Case Rocher. Les scientifiques embarqués sur le navire Marion Dufresne ont livré les premières analyses du phénomène. Alors quel impact pour Mayotte? Quelle sera la suite donnée aux recherches? Le point complet dans ce sujet, signé Paul Arthur Avit. C'est un phénomène unique au monde qui se produit à Mayotte. Le Marion Dufresne est revenu déposer les scientifiques qui ont pu récupérer les données que renfermaient les sismomètres installés au fond de l'océan mi-février. Le bateau a aussi profité de sa sortie pour cartographier les fonds marins. Ce sont ces cartographies qui ont révélé le plus étonnant, un volcan qui s'est formé à 50 km de Mayotte. Les scientifiques ont accumulé de la documentation en quelque sorte, avec deux éléments importants qui sont à noter. D'abord, ils ont identifié ce volcan de 800 mètres, qui est par 3500 mètres de fond, de 800 mètres de haut, qui a causé certainement son apparition, c'est leur analyse, mais tout ça va mériter d'être précisé, a causé certainement le premier essaim de séisme, tel qu'on l'a connu, avec la plus forte magnitude de 5,8. Un essaim de séisme qui avait inquiété les Mahorais et précipité cette mission pour en comprendre ses causes. Ils ont également pu mieux positionner la deuxième série d'essaims de séisme qui est survenue à partir du mois d'août de l'année dernière, avec des séismes beaucoup moins forts, mais qui ont positionné entre 25 et 35 km de Mayotte. Il est apparu qu'en fait, ces essaims de séisme étaient plus proches de la côte, entre 5 et 15 km, mais surtout qu'ils étaient à une profondeur entre 20 et 30 km de profondeur. Donc très très loin, enfin quand même de la surface. Une révélation sur l'origine des séismes qui devrait rassurer les Mahorais. Néanmoins, plus ils sont profonds, moins ils ont de répercussions à la surface. Ce n'est pas pour autant que les autorités prennent à la légère ce phénomène. Il s'agit d'examiner qu'est-ce qui se passe, quelle est l'organisation de cet ensemble volcanique qui est au fond de l'océan. Ça, c'est une première chose. Et également, l'autre risque qui doit être étudié, c'est les risques que j'ai évoqués tout à l'heure, sont les risques d'effondrement, soit de murailles, soit de remparts du volcan. Est-ce que cela aurait des conséquences en termes de submersion du rivage, en clair de tsunami? C'est tout ça qu'il faut modéliser, sur lequel il faut travailler. Le Marion Dufresne est actuellement encore en mer pour continuer les mesures. 8 autres microsismomètres ont été installés pour mieux étudier ces secousses et ce fameux volcan. Un élément majeur a été reconnu, c'est l'existence d'un nouveau volcan à 50 km à l'est-sud-est de Petite-Terre. Donc c'est un volcan qui fait environ 4 à 5 km de diamètre, qui fait 800 mètres de haut, et qui est apparu, on pense, à partir du mois de juillet 2018. Donc on peut dire que cet édifice, a priori, est apparu là, les 10 derniers mois. Ce volcan n'a rien d'inquiétant encore pour l'instant. Seul l'avenir pourra nous dire s'il continuera sa croissance ou s'éteindra comme beaucoup d'autres avant lui. Je me tourne dès à présent vers l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Anne-Constance Onguena, directrice du cabinet d'études Incidence. Anne-Constance, bonsoir. Bonsoir Pierre. Alors vous êtes ici forcément pour parler de ce phénomène qu'on a découvert. Les recherches continuent et la première question qu'on se pose et qui nous intéresse par rapport à l'environnement et notamment aux risques naturels. On sait que 80% du territoire de Mayotte est soumis aux risques naturels. Qu'est-ce qu'il faut craindre aujourd'hui? 100%. Qu'est-ce qu'il faut craindre avec ce phénomène tout proche de nous? Alors craindre, non, il faut rien craindre en réalité. Il faut juste être conscient des choses, qu'effectivement l'apparition d'un volcan accentue les risques qui sont déjà bien présents sur le territoire. Mais surtout, l'apparition de ce volcan doit nous rassurer, enfin en tout cas nous rassure, puisque maintenant quand la Terre va trembler, on saura pour quelle raison. Et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle après un peu plus d'une année où on se demandait un peu ce qui se passait. De quel type justement de risque on parle quand on parle d'un volcan? Alors il y en a plusieurs, mais en tout cas là on parle d'un volcan sous-marin. On n'est pas comme à La Réunion avec un volcan qui est à côté des villages. Donc il y en a deux en particulier. C'est le risque tsunami, puisqu'effectivement une éruption volcanique peut générer un mouvement de l'eau et pousser vers la terre des vagues en quelque sorte. Le risque submersion marine, le niveau de la mer peut monter et auquel cas les villages ou les habitations qui sont en bord de côte peuvent être
être lourdement inondée. Justement, par rapport à ça, on le sait, l'île s'enfonce vers l'est depuis déjà 1 an. Donc il y a déjà une vraie problématique qui est là par rapport à ça et par rapport à la montée des eaux. C'est un phénomène un peu concomitant, c'est-à-dire que d'un côté on a le volcan qui est en train d'apparaître et puis le mouvement de la croûte terrestre fait que de l'autre côté notre île s'enfonce un peu. Donc quand tout ce phénomène sera stabilisé, on reprendra des rythmes plus normaux pour que Mayotte s'enfonce inexorablement dans le lagon. Oui. Un autre phénomène dont certains parlent déjà, c'est la pollution atmosphérique que crée ce type de phénomène, parce qu'on ne sait pas aujourd'hui si le volcan pourrait être amené à continuer à monter, j'allais dire, et là il pourrait y avoir de vrais risques pour l'atmosphère et pour la pollution atmosphérique. Oui, c'est possible? Oui, c'est possible parce que qui dit volcan dit rejet, mais on ne sait pas encore, puisque ce volcan est tout récent, on ne sait pas encore ce qu'il va rejeter. Et est-ce que la force qu'il aura fera que les rejets dépasseront l'eau? Alors déjà, les poissons, ça peut aussi modifier l'écosystème marin avoisinant et donc modifier aussi les poissons qu'on va pouvoir trouver dans cette zone. Et puis la pollution atmosphérique en cas de rejet de particules toxiques. D'autres volcans le font, alors pourquoi pas celui-là, mais il est beaucoup trop tôt pour se prononcer. Et comme le rappelait votre sujet, le Marion Dufresne est toujours sur site avec des experts et des spécialistes qui poursuivent l'analyse du phénomène pour le comprendre. Parlons d'environnement, parce que les deux sont liés forcément. Et lorsqu'on parle de submersion marine, on parle aussi de toutes ces problématiques qu'il y a à Mayotte, comme l'envasement du lagon, toutes ces choses. Est-ce que ce sont aujourd'hui, il y a des craintes par rapport au contexte, j'allais dire environnemental, et aux atteintes à l'environnement? Est-ce que ça peut encore aggraver les risques, notamment de submersion marine? Alors, évidemment, quand les coraux sont en mauvais état, quand la barrière de corail se réduit, forcément, on est plus susceptible et plus vulnérable au risque de tsunami. Car cette barrière, justement, par rapport au tsunami, elle fait barrière, comme son nom l'indique, elle fait rempart. C'est une digue. Effectivement. Et ça, il y a forcément des risques si cette barrière est en train de mourir. Si la barrière est abîmée, endommagée et qu'elle perd du terrain à chaque fois, forcément le mur de protection est moins épais et moins fort, donc forcément il nous rend plus vulnérables. En revanche, la barrière de corail vis-à-vis de la submersion marine ne jouera aucun rôle puisque c'est un phénomène de montée des eaux et non pas de poussée des eaux comme le tsunami. Après, effectivement, la mangrove qui disparaît, les bords de mer qui sont abîmés, forcément, ça augmente la vulnérabilité des habitants face à la montée des eaux. Et évidemment, le tsunami, je n'en parle même pas. Mais le tsunami, qu'on ait le trait de côte abîmé ou pas, il y a très peu de conséquences. Finalement, la violence du phénomène fait que. Alors, vous suivez de très près les différents plans de prévention des risques, notamment avec l'émission Agir pour l'environnement diffusée sur Kwezi. Forcément, ces plans, ils viennent d'être mis en place. Et là, on apprend l'apparition d'un volcan. On imagine qu'il va falloir tout repenser finalement par rapport à la prévention des risques à Mayotte. Ah oui, c'est évident. C'est un nouveau risque, une nouvelle forme de vulnérabilité qu'il va falloir effectivement intégrer dans ces plans, les faire évoluer, eux qui sont tout nouveaux. Oui. Pas signé encore dans certaines communes? Pas signé dans certaines communes. Bon, en même temps, ça ne remet pas en question l'intégralité de la manière dont on gère les risques. Je prends le risque lié à l'érosion et au risque d'éboulement. Le tsunami, évidemment, accentuera ce genre de choses, mais c'est pas un risque, c'est pas la pluie, comme par exemple la pluie qui accélère les éboulements. Là, on n'est pas dans ce phénomène-là. En revanche, il est évidemment important d'intégrer le risque de tsunami. En gros, si un tsunami arrive à Mayotte, que se passe-t-il? Jusqu'à présent, on se disait, il n'y aura pas de tsunami qui arrivera à Mayotte. Donc forcément, on va devoir mettre à jour les plans et prévoir d'autres dispositifs, des dispositifs complémentaires qui vont venir compléter le panel des procédures qui ont déjà été mises en place et qui, à l'occasion de Kenneth, ont aussi montré leur efficacité. Notamment ce plan de prévention des risques littoraux, parce qu'effectivement, il y a deux types de plans de prévention. Et il y a celui sur le littoral, et on imagine que celui-là, forcément, il va changer aujourd'hui, il va être complètement modifié, avec aussi, on imagine, une implication de la population qui va devoir, en termes de construction, forcément modifier ses habitudes
Oui, il va falloir modifier les habitudes en matière de construction. Il y a fort à parier qu'on aura à moyen terme moins la possibilité de construire en front de mer, hein. C'est évident, on doit s'adapter au risque. Le but du jeu, de ces plans, c'est de protéger les vies humaines. Après, il est vrai aussi que le volcan a été découvert, les capteurs ont été installés mi-février, on est mi-mai et on vient de découvrir qu'un volcan venait d'apparaître dans nos eaux. Donc il est encore un peu tôt pour savoir de quel type de volcan il s'agit, quelle puissance il va avoir et combien il va vivre sous l'eau dynamique à côté de nous et donc nous occasionner des épisodes de séisme ou d'éruptions volcaniques. On ne le sait pas encore, le phénomène est trop récent. Donc la manière dont on va gérer le risque spécifique lié à l'apparition de ce volcan, c'est encore un petit peu tôt pour dire comment on va faire. En revanche, on intègre dès à présent que ce nouveau risque existe et que les plans qui ont déjà été mis en place vont devoir intégrer cette vulnérabilité complémentaire. Alors la particularité, Anne-Constance Anguena, c'est que jusqu'alors, aucun pays, aucun territoire n'a été confronté à ce type de volcan sous-marin. Donc forcément, ce seront des plans qui vont être spécifiques à Mayotte et auxquels on n'a encore jamais réfléchi. C'est aussi ça la particularité aujourd'hui de ce phénomène unique au monde. Et puis voilà, c'est un phénomène unique au monde, c'est-à-dire que hier nous n'avions pas de volcan, aujourd'hui nous avons un volcan. Donc la manière dont nous avons pensé jusqu'à présent, il va falloir peut-être la faire évoluer pour intégrer la survenance de ce phénomène un peu extraordinaire. Et il est vrai sans exemple. Sans exemple, sans comparaison. Alors c'est vrai qu'après, quand on connaîtra mieux notre volcan et ses caractéristiques, on pourra sûrement s'inspirer de ce qu'ont fait d'autres pays en la matière, mais à date, précisément, on ne peut qu'attendre la poursuite du partage de connaissances que les scientifiques vont faire avec nous de manière régulière. D'ailleurs, une mission est arrivée à Mayotte ce matin. 4 experts des plans de risque, des plans Orsec, qui vont travailler avec l'équipe préfectorale pour intégrer dans les fameux plans existants auxquels vous faisiez allusion, c'est ce nouveau phénomène. On imagine aussi que l'émission Agir pour l'environnement va intégrer ce nouveau phénomène, parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire aussi. Nous avons fait une émission sur les risques naturels, c'est vrai, Pierre. Tout à fait. Il y a très peu de temps. Mais ils ont évolué depuis, donc oui. Forcément, ça va bouleverser finalement le paysage des risques naturels. Et on peut imaginer qu'il y aura des émissions sur le sujet. Dans la saison 3, nous aurons une émission spécifique pour le volcan. On rappelle que la saison 2 est en cours de diffusion, qu'elle sera à partir du 28 août. Du 28 août. On recommence le 28 août à diffuser la deuxième partie des émissions, mais néanmoins, vous retrouvez tous les mercredis sur KTV à 20h les émissions de la saison 2 et les émissions de la saison 1 qui vous sont rediffusées parce qu'il s'agit d'une émission de sensibilisation à l'environnement. Et on est dans le thème aujourd'hui. Exact. Merci beaucoup Anne-Constance Anguena d'avoir accepté notre invitation. Politique à présent, ce matin nous recevions sur notre plateau le directeur de campagne du Rassemblement national pour les élections européennes. Le parti d'extrême droite est aujourd'hui très haut dans les sondages en France comme dans de nombreux pays d'Europe. Un succès lié à son cheval historique de bataille, l'immigration. À ce titre, s'ils sont élus, le Rassemblement national et ses alliés promettent qu'ils débloqueront 10 millions d'euros par an pour la lutte contre l'immigration clandestine à Mayotte. Écoutons Anthony Lemouzy au micro de Patrick Millon. Le premier point sera que le fait que nous ayons gagné aux européennes permettra de développer et de déposer chaque année 10 millions d'euros consacrés uniquement à l'immigration. Ça, c'est incontournable. On parle de Mayotte. Mayotte. Attendez, vous êtes en train de nous dire que si effectivement le Rassemblement national gagne les européennes, Mayotte sera doté par an de 10 millions d'euros pour lutter contre l'immigration clandestine. Oui, parce que c'est ça que ça veut dire? Bien sûr, parce que nous aurons une forme de pouvoir qui pourra permettre ce budget. D'accord. Mais il sera beaucoup plus conséquent si un jour on est au pouvoir. C'est-à-dire président de la République ou présidente de la République. Là, ce sera encore autre chose de bien plus efficace. Ouais. Mais comme on n'est pas au pouvoir, déjà être aux européennes en tête sera une forme de pouvoir d'un premier temps qui permettra justement de débloquer ce budget pour justement le renvoi aux frontières des personnes illégales. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, personne ne veut prendre la patate chaude dans les mains au niveau de Paris. Vous comprenez, ils ont comme la bouche, vous comprenez. Non, on ne comprend pas, les Mahorais ne comprennent plus pourquoi, depuis 2 ans, où tant de promesses avaient été faites, on se retrouve à l'inverse des promesses.
Religion dans votre 19h mercredi, la matinale de Kwezi a été le théâtre d'une démonstration de Rokia, cette forme d'exorcisme qui vise à capturer les djinns. Depuis, les critiques contre le Tchèque Ben Alima se sont multipliées, notamment sur les réseaux sociaux, où nombreux sont ceux à le qualifier de charlatan. Ce matin, l'un des Fundi mahorais à l'origine de sa venue était sur notre plateau pour remettre les points sur les i. Selon Saïd Kambi, ceux qui critiquent alimentent la perte progressive des valeurs prônées par l'islam. Au montage, Leslie Vieux-Menet. Le Tchèque Ben Alima Abderraouf est à Mayotte depuis plus d'une semaine. Mercredi, il a accepté de faire une démonstration de capture de djinns en direct sur Kwezi. Pas du goût de tous, aux grandes dames de l'un des Fundi à l'origine de sa venue à Mayotte. Je fais partie de ceux qui ont travaillé pour faire venir cet homme sur ce territoire. Bien sûr. C'est un homme qui a un savoir, la Rokia, qui utilise des versets du Coran et qui arrive, il s'avère qu'il arrive aussi à donner des solutions à tous les problèmes de possession de certaines personnes et notamment aussi des problèmes de sorcellerie. Maintenant, on peut ne pas être d'accord avec lui. L'avantage en islam, c'est que diverses opinions peuvent être opposées et tous être islamiques, quoi. Donc c'est la tolérance. C'est la tolérance de l'islam, même si beaucoup de musulmans ne savent pas le faire. Nos anciens dans l'islam ont appris à se respecter dans leur savoir. Aujourd'hui, dans notre savoir, nous apprenons à nous rabaisser les uns les autres. Et ce n'est pas islamique, justement. Saïd Kambi est aux côtés du Tchèque Ben Alima depuis son arrivée sur le territoire. Selon lui, il ne fait aucun doute que la pratique de la Rokia fonctionne réellement sur les patients. Et je connais des gens qui, il y a 2 ou 3 jours, souffraient de certaines douleurs depuis des années. Ils ont vu tous les médecins et ils n'arrivaient pas à trouver de solution. Ils en ont trouvé une. Et deuxième chose qui est très important, c'est que comment traiter de charlatan Ben Alima dans le sens où il vous dit j'apporte une solution, il vous donne la solution, mais il vous dit aussi venez vous former et je vous forme. Et il forme des gens qui utilisent sa méthode et ça marche. Qui est les charlatans en réalité? Je crois que ce sont ceux qui critiquent sans savoir. Le Fundi mahorais n'a pas apprécié les nombreuses critiques émises au travers des réseaux sociaux. Selon lui, de nombreux musulmans critiquent alors même que leur connaissance de l'islam reste limitée. C'est la situation des musulmans sur Terre qui m'inquiète notre génération. C'est celle de critiquer. Je peux me permettre de critiquer quelqu'un, par exemple, comme Ben Alima qui connaît le Coran par cœur, et que moi, je ne connais même pas le dernier chapitre du Coran. Eh ben, je me permets, moi, qui ne connais rien de l'islam, aller critiquer sur Internet, alors qu'en réalité, comme un proverbe africain dit, ne te rabaisse pas pour regarder le derrière quelqu'un, sinon les autres se rabaisseront derrière toi pour regarder ce qu'il y a. La rancœur est palpable dans les propos de Saïd Kambi. Ce dernier invite cependant tous les sceptiques à un séminaire organisé en présence du Tchèque ce dimanche 19 mai dans la commune de Tsingoni. Mansour Kamardine qui réagit à la découverte du volcan, le collectif des citoyens de Mayotte ou encore la nuit européenne des musées. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place aux brèves de ce vendredi 17 mai. Le député Mansour Kamardine a rapidement réagi suite à l'annonce de la découverte d'un volcan au large de Mayotte. Selon lui, cela va conduire la communauté scientifique mondiale à se focaliser sur Mayotte et son environnement. Le député assure que le 101e département français va sortir de l'oubli qui le caractérise en termes de recherche scientifique. Il ajoute que c'est l'opportunité à saisir pour créer et développer à Mayotte des structures de recherche, y compris par la planification de la transformation du centre universitaire en université de plein exercice, auxquels des centres de recherche dédiés pourraient être rattachés ou associés. Il appelle par ailleurs à l'amplification des missions scientifiques, notamment en ce qui concerne l'impact des phénomènes géologiques sur Mayotte et le cadre de vie de ses habitants. Il conclut en affirmant que c'est l'occasion à saisir pour que la sécurité civile à Mayotte rejoigne enfin les normes nationales en termes d'organisation et de fonctionnement grâce au renforcement des normes de construction pour définir une politique de l'habitat et du logement conforme aux attentes des Mahorais. Lors du mouvement de grève générale de 2018, les Assoiffés du Sud, le CODIM ou encore les femmes leaders s'étaient réunis au sein d'une même entité, le collectif des citoyens de Mayotte. Si l'entente de façade était affichée, l'unité s'est rapidement fissurée.
Afin de ressouder les liens, les Fundis ont décidé d'organiser le 24 mai prochain à Tsingoni la grande réconciliation des collectifs autour du collectif des citoyens mahorais. Objectif, valider des statuts avant de les déposer en préfecture. Un bureau sera donc constitué avec les leaders des principaux collectifs. Chacun conservera cependant ses prérogatives sur ses sujets de prédilection. Par exemple, les assoiffés du Sud s'occuperont de l'eau et de l'environnement, l'immigration pourrait être gérée par le CODIM, d'autres s'occuperont du développement économique ou encore du transport aérien. Par ailleurs, à un an des élections municipales, nul doute que le collectif des citoyens de Mayotte peut faire office de parfait tremplin à tous ceux en quête d'un mandat ou d'un renouvellement de mandat. C'est devenu une habitude culturelle à Mayotte. L'équipe du musée mahorais organise tous les mois les samedis du Mouma. Des journées portes ouvertes autour de thématiques bien précises et d'animations diverses pour faire découvrir à la population les richesses ancestrales du territoire. Ce samedi 18 mai à partir de 10h, le Mouma vous accueille pour la 4e édition de la Nuit européenne des musées. À cette occasion, le musée de Mayotte exposera les œuvres des élèves du DUPE 2A et de la 4e 10 du collège de Doujani. Ce travail autour de l'identité à travers les collections du musée a été mené dans le cadre du projet La classe, l'œuvre. Le Mouma vous propose tout au long de cette journée des animations avec une ouverture du musée sur amplitude horaire élargie de 10h à 20h30. Dans une ambiance conviviale, ce sera également l'occasion de découvrir la 5e exposition de préfiguration sur les mondes marins ainsi que les nouveaux espaces réaménagés. Suivant de près les nouvelles vagues de l'art français, italien et espagnol, le nouveau cinéma yougoslave apparaît dans les années 60 comme un cinéma d'auteur. Il annonce une réelle rupture avec le cinéma classique dans un souci d'émancipation et un besoin de nouvelles idées politiques, sociales et anti-impérialistes. Cette révolution était aujourd'hui l'objet d'une conférence dispensée au CEFR par la jeune doctorante de Paris-Sorbonne, Naïma Berkam, de retour sur l'île qu'il a vu grandir après 7 années d'absence. Un reportage signé Marion Tellier. L'avant et l'après 68 dans le cinéma yougoslave et la révolution sexuelle qui a émergé au cours de ces années de libération des mœurs, c'est le thème de la conférence qui avait lieu aujourd'hui au CEFR de Dembéni. Un sujet d'ordinaire peu abordé, présenté par une jeune doctorante de l'université Paris-Sorbonne, Naïma Berkam. Je crois que la Yougoslavie en général, moi ça me fait... j'ai l'impression qu'il y a vachement de cohérence avec Mayotte et beaucoup de liens possibles sur des sociétés qui se développent dans des cadres un peu... d'entre-deux. Après des études en langue, littérature et civilisation ainsi que sur les politiques culturelles, la muséologie et l'histoire de l'art de l'Europe balkanique, Naïma est de retour sur l'île qu'il a vu grandir. Après 7 années d'absence, la doctorante dispensait sa première conférence au CEFR de Dembéni sous le regard fier de sa mère venue l'écouter. Je la retrouve bien, j'ai trouvé qu'elle était à l'aise, elle est égale à elle-même. Voilà, je l'ai trouvée naturelle. C'est vrai que c'est un sujet dont on débat souvent depuis toutes ces années, donc je commence moi à connaître un peu le sujet, mais pas toujours, j'ai encore des choses à apprendre. Du cinéma classique à la nouvelle vague, les membres de l'audience ont cet après-midi pu découvrir les courants de pensée qui ont traversé les décennies post-Seconde Guerre mondiale. Le cinéma classique, il s'intéresse particulièrement à la guerre de libération nationale qui est menée pendant la Seconde Guerre mondiale par la résistance communiste, qui va libérer le pays et qui est moitié résistance contre l'occupant nazi et fasciste et moitié révolution pour le socialisme. Après, il y a toute une partie sur la reconstruction socialiste, la modernisation du pays et sur un enthousiasme de la jeunesse pour l'avenir radieux que sera la société yougoslave socialiste, et une autre partie du cinéma qui est sur la paysannerie. On va dans les villages et on regarde... en gros, c'est des films assez méprisants souvent, pas que, mais on regarde les ploucs, ne pas avoir encore réussi à se défaire du patriarcat traditionnel. Après une présentation du cinéma classique, place à l'émancipation et aux revendications de nouvelles idées politiques, aux antipodes de celles véhiculées par l'impérialisme de l'Ouest. Un moment d'histoire et de réflexion sur les sociétés d'avant et d'aujourd'hui par le biais du grand écran. C'est la fin. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi dès 19h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellent week-end sur Kwezi.